Bonsoir à tous et bienvenue dans BBC Hebdo. Nous sommes ensemble pour 15 minutes et comme chaque dimanche, nous allons revivre ensemble les temps forts de la semaine qui s'est écoulée. L'Église catholique à nouveau éclapsée par une affaire d'abus sexuels. Le cardinal australien George Pell, argentin du Vatican, a démissionné de ses fonctions. Il doit rentrer en Australie. Il a été inculpé pour abus sexuels par la justice australienne. George Pell clame son innocence. Il doit se présenter le 18 juillet devant le tribunal de première instance de Melbourne pour y être entendu. Les détails, Salma Bouchafra. Nouvelles accusations d'abus sexuels aux portes du Vatican. Et cette fois, elles touchent l'un des plus hauts fonctionnaires du Saint-Siège, le cardinal George Pell. Le trésorier du Vatican est confronté à de nombreuses allégations et doit comparaître devant les juges à Melbourne dans 3 semaines. La police de Victoria a inculpé George Pell pour des délits d'agression sexuelle ancienne. Il y a de nombreux plaignants liés à ces accusations. Mais l'ancien archevêque de Sydney et Melbourne a d'ores et déjà clamé son innocence. Il a déclaré qu'il reviendrait en Australie pour laver son nom et qu'il attendait avec impatience de comparaître devant les tribunaux. S'exprimant à Rome, le numéro 3 du Vatican rejette ces imputations et accuse des médias de mener une campagne contre sa personne. I'm innocent of these charges. They are false. Je suis innocent. Ces accusations sont fausses. Pour moi, l'idée d'abus sexuel est horrible. Je suis donc très reconnaissant vers le Saint-Père de m'avoir donné ce congé pour retourner en Australie. Les faits présumés remontent aux années 1970 dans la ville australienne de Ballarat, où le cardinal est né et a travaillé comme prêtre après son ordination. En 2014, il avait été choisi par le pape François pour mettre davantage de transparence dans les finances du Vatican. C'est donc une situation embarrassante pour le souverain pontife, lui qui dit prôner la tolérance zéro à l'égard des abus sexuels au sein de l'Église. Par ailleurs, le pape François a créé mercredi 5 nouveaux cardinaux, dont l'archevêque malien Jean Zerbo, qui est devenu le premier cardinal de l'histoire du pays. L'archevêque métropolitain de Bamako est particulièrement engagé dans le dialogue interreligieux. Il a joué un rôle actif dans les négociations de paix au Mali, où la population est à 90% musulmane. La situation humanitaire est alarmante à Bria, une ville du centre de la Centrafrique, après les combats opposant les milices rivales depuis un mois. Bria s'est vidée de ses habitants. Ceux qui ont fui n'ont toujours pas regagné leur foyer. Dans cette ville, il n'y a pas d'État, juste beaucoup d'hommes en armes et une légère présence de l'ONU. Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en Centrafrique se dit inquiet. Avec un résultat humanitaire en tout cas désastreux, nous nous trouvons aujourd'hui dans les proportions de personnes déplacées internes et de réfugiés similaires à la situation de 2013. Nous sommes à Bria engagés pour protéger près de 85% de la population dans ces camps, dans ces sites de réfugiés. Et nous y réétablissons évidemment toutes les conditions de sécurité qui permettront un retour le plus rapidement possible des populations civiles. Et c'est dans ce contexte que les États-Unis ont annoncé la réduction de leur contribution financière aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies dans le monde. Une baisse de 600 millions de dollars, soit 7,5%. L'ONU devra notamment réduire le nombre de casques bleus au Darfour ou en RDC. Le président américain Donald Trump s'était plaint que les États-Unis doivent payer pour le maintien de la paix dans le monde. Des casques bleus, il y en avait au Rwanda, mais ils n'ont pas pu empêcher le génocide des Tutsis. Et une première en France, 3 associations ont déposé une plainte contre la plus grande banque du pays, BNP Paribas, pour complicité de génocide. Et ces ONG, dont Sherpa, affirment que BNP Paribas a financé un achat illégal d'armes à destination du Rwanda en plein génocide en juin 1994, malgré l'embargo sur les armes voté à l'ONU. La région des Grands Lacs, instable depuis plus de 20 ans, et une nouvelle guerre se profile dans le nord-est
de la RDC, dans le Nord Kivu. C'est le constat alarmant du gouverneur de la province. Julien Paluku met en garde de la hiérarchie militaire congolaise face aux incursions répétées de milices dans la ville de Beni. Ces attaques dépassent, selon lui, la capacité des présumés Maïmaï et pourraient être le signe de la présence de ce qu'il appelle une autre force dans la région. Les suites de l'incendie de la tour Grenfell à Londres, dans lequel ont péri au moins 80 personnes. L'incendie le plus meurtrier depuis un siècle au Royaume-Uni. La police a déterminé que le revêtement extérieur du bâtiment était responsable de la propagation des flammes. La première ministre britannique Theresa May a nommé jeudi un ancien juge de la cour d'appel, Martin Morbick, pour diriger l'enquête publique sur cet incendie. Et pendant ce temps, les rescapés de la tour Grenfell enterrent leurs morts, comme ce Marocain que nous avons rencontré. Les détails, les de Ono Draogo. Sabah Abdullah fuit son domicile en feu dans cette robe de chambre. Il a réussi à s'échapper du 17e étage, mais pas sa femme Radija. Dans la précipitation, leurs mains se sont lâchées. On est descendu du 16e au 15e étage, j'ai regardé derrière moi et il n'était plus là. Je me suis dit, mon Dieu, que se passe-t-il? J'ai levé la tête, j'ai crié son nom, mais rien. Le conférencier à la retraite vit aujourd'hui dans un hôtel, le 3e depuis l'incendie. Aujourd'hui, la dépouille de son épouse doit être rapatriée vers le Maroc. Mais Sabah ne pourra pas accompagner le corps de sa femme. Je n'ai plus de passeport, il a brûlé. Je n'ai plus de permis de conduire, il a aussi été réduit en cendres. Tu es parti en fumée. Je ne suis plus personne. C'est ma femme. Et une partie de moi est là-bas. Et elle ne devrait pas être sans moi. Je me sens déprimé. Je ne suis plus personne. Ce soir, alors qu'il avait perdu espoir, Sabah a réussi à obtenir un passeport. Je suis soulagé. Maintenant, je sais que je vais pouvoir accomplir le vœu de mon épouse disparue. Le ministère des Affaires intérieures dit faire tout ce qu'il peut pour aider Sabah. Il va pouvoir accompagner pour son dernier voyage celle qui a été son épouse pendant 28 ans. Le reste de l'actualité en bref et en images. Une victoire pour Donald Trump et son décret anti-immigration controversé. La Cour suprême des États-Unis a réinstauré partiellement ce décret qui interdit l'entrée aux États-Unis aux habitants de 6 pays majoritairement musulmans. Le décret avait été bloqué par les juridictions inférieures et la Cour suprême examinera le décret dans sa totalité à l'automne. En Colombie, les FARC ont rendu toutes leurs armes selon l'ONU. Le gouvernement colombien et les FARC célébraient la fin du désarmement de la guérilla du pays après un demi-siècle de conflit. Il s'agit d'une étape majeure de l'accord de paix historique signé fin 2016. Son histoire avait brisé le cœur des internautes. Nemlé Junior, le bébé chimpanzé, sauvé par la BBC des griffes de trafiquants en Côte d'Ivoire, est décédé cette semaine. Il avait été confié au zoo d'Abidjan où il a attrapé des maladies. Il a contaminé plus de 60 pays dans le monde. Le virus informatique Petya qui a frappé l'Ukraine a touché des milliers d'entreprises. En France, par exemple, la banque BNP Paribas et le groupe de supermarché Auchan ont notamment été victimes. Les experts n'ont toujours pas déterminé l'origine de cette cyberattaque. Les détails, Jacques Niyitegeka. Les premiers signes sont venus de l'Ukraine. Les systèmes se sont effondrés hier matin. Des personnes ont tenté de retirer de l'argent des distributeurs sans y parvenir. Le système pour mesurer la radioactivité du site nucléaire Tchernobyl a été momentanément déconnecté. L'ampleur a été énorme. Le cybervirus s'est propagé dans des secteurs de transport, des banques, des médias et des infrastructures, dans le gouvernement ainsi que les secteurs coopératifs de l'Ukraine. Mais dans la journée, il est devenu évident que le problème n'était pas maîtrisé, mais au contraire se propageait.
Des compagnies étaient affectées depuis la Russie à travers toute l'Europe jusqu'aux États-Unis. Ils ont dû faire face à un écran figé avec un message demandant une rançon. Les systèmes informatiques qui n'avaient pas été mis à jour ou corrigés ont été les plus vulnérables. Les sociétés touchées incluent des compagnies pétrolières, de transport, pharmaceutiques et de publicité. L'un des terminaux du port de Mumbai, opéré par le transporteur maritime danois Maersk, a également été affecté. A priori, aucun service de santé n'aurait été affecté. Pour les experts, le but est de se faire de l'argent. Le rançongiciel est très efficace parce que les auteurs peuvent être chez eux, dans le confort de leur salon, quelque part à l'autre bout du monde, et fomenter ces attaques à moindre risque et avec un grand avantage. La rançon était relativement abordable, $300, ce qui laisserait penser que l'attaque était motivée pour des fins politiques et pour la plus grande perturbation possible. Le Conseil national de sécurité des États-Unis a ouvert une enquête et s'est dit déterminé à tenir pour responsables les auteurs de ces crimes. Et c'est un des événements culturels de l'été à Londres. Chaque année, un architecte de renommée mondiale est choisi pour concevoir le pavillon d'été de la Serpentine Gallery dans Kensington Gardens. Et cette fois, l'honneur revient au Burkinabé Diébedo Francis Kéré. Il a créé une structure emblématique de ses préoccupations sur le climat et la vie en communauté. Inspiré des baobabs de son village, le pavillon n'existera que quelques mois. Geneviève Sagno l'a rencontré. Bienvenue à Londres, bienvenue dans mon pavillon, au cœur de Londres, dans le Hyde Park. L'inspiration derrière cette structure est tout simplement l'image de l'arbre dans la nature. C'est une idée audacieuse, oui, c'est vrai, mais ce n'était pas de reconstituer un arbre en tant que tel, mais de créer un espace qui est accueillant, qui est ouvert, qui permet des rencontres, qui permet des échanges, voilà, pour tout le monde. C'est-à-dire le toit même est dessiné de façon à recueillir, à récolter les eaux de pluie, pas d'une façon simplement symbolique, mais réelle. Nous sommes à même de récolter plus de 9000 litres d'eau qui seront utilisés pour irriguer le parc. Voilà. Donc l'environnement et l'approche écologique, je ne parle pas. C'est le contenu même de mon architecture et de mon approche architecturale. J'ai toujours considéré que chaque projet que vous avez a quelque chose qu'on peut apprendre. Ici, nous avons utilisé du bois. Le bois est un matériau durable parce que l'arbre repousse. Et nous avons traité le bois d'une façon à ce que la structure dure. Donc nous travaillons déjà à la vie d'après le Serpentine. L'idée d'éducation et de transmission sont majeures dans votre travail. Est-ce que la formation au métier d'architecte en Afrique est quelque chose qui vous tient à cœur, Francis Kéré? Bien sûr, bien sûr. Imaginez si nous arrivons à ouvrir l'accès à l'éducation à ces jeunes milliers d'enfants talentueux. Qu'est-ce que le monde aurait à gagner? Beaucoup, beaucoup. Cela me tient beaucoup à cœur. Et on va se quitter avec la vidéo virale de la semaine. Elle nous vient de Reading en Angleterre. Un homme qui prenait le chemin d'un bar est violemment percuté par un bus hors contrôle. Simon Smith aurait pu être gravement blessé ou pire. Eh bien non, il s'est relevé et est entré calmement dans le bar. Et en tout cas, comme vous le voyez, après ses émotions, il avait bien mérité sa bière. Continuez à vous informer sur notre site internet. Toute l'actualité africaine, internationale et sportive disponible sur PC et sur téléphone portable. Vivez l'info avec bbcafrica.com. Retrouvez-nous aussi sur Facebook pour commenter l'actualité et communiquer avec la rédaction. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.